Bonjour à tous et ravi de vous accueillir pour ce webinaire. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Alexis Dresco, je suis responsable pédagogique de compagnie, donc j'animerai humblement ce webinaire. Je vous propose de commencer. Donc pour le coup, vous avez tous suivi, j'imagine, le contexte de l'actualité et le scandale notamment de Orpea. C'est un sujet qui a mis la maltraitance sur le devant de la scène publique. On a pensé aussi que c'était l'opportunité d'en parler parce que c'est une affaire tragique, bien sûr, mais qui permet de comprendre que la maltraitance, c'est un sujet qui dépasse la question de sévices individuels. Donc, c'est l'occasion d'une prise de recul, en fait, puisque c'est un sujet de société, un sujet de fond, en fait, qui pose la question fondamentale de comment s'inscrire dans une démarche bien traitante à l'échelle du secteur, premièrement, mais deuxièmement aussi à l'échelle de notre société. Le sujet de la maltraitance, c'est un sujet qui touche nos valeurs profondes, notre vision des personnes en situation de dépendance, notre vision des personnes âgées, et qui questionne en fait l'aspect progressiste en fait que veut porter notre société. Donc c'est pour ça que c'est un sujet essentiel parce que ce sont des questions essentielles qui se posent en infra souvent et qu'on n'aborde pas directement. Plus concrètement, on peut percevoir une tension entre le principe de réalité économique, on l'a vu avec Orpea, et le système bien traitant qu'on voudrait mettre en place à l'échelle de la société. Donc la question, c'est aussi de savoir comment faire coexister ces deux réalités. Nous, on aime bien l'aborder avec une forme d'humilité. En fait, c'est un sujet qui est difficile, qui est même parfois douloureux, ce qui fait que ce n'est pas toujours évident de le mettre en débat dans l'espace public. Premièrement, déjà parce qu'on peut se demander ce que c'est que la maltraitance. En fait, il y a eu un flou définitionnel par rapport à cette notion. Donc, on peut déjà commencer en se demandant c'est quoi la maltraitance, où est-ce qu'elle commence, où est-ce qu'elle s'arrête. Et là-dessus, je vais laisser la parole à Alice Casagrande, qui parlera de ces questions bien mieux que moi, je pense. Merci Alexis, merci, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien, je suis ravie d'être là. J'ai envie de vous dire que contrairement à ce que le format me semble impliquer, on est avec vous, on voudrait discuter avec vous. Enfin, je parle pour Alexis, je parle, je crois, pour Thibaut. On aimerait pas être dans la même salle, parce que c'est pas possible, mais simplement pas vous donner l'effet qu'on est loin, parce que c'est des sujets qui méritent d'être traités ensemble, assis autour d'une table, parce qu'ils sont difficiles, et ils sont difficiles pour tout le monde. Ils sont difficiles aussi pour nous. C'est pas forcément de gaieté de cœur qu'on les aborde. On les aborde, je crois, je parle sous le contrôle, bien sûr, d'Alexis et Thibaut, mais on les aborde parce qu'on pense que c'est mieux de le faire. C'est mieux de le faire ensemble que de faire semblant que ça n'existe pas et de laisser aux journaux, à la presse, une certaine actualité. Alors, c'est vrai qu'Alexis vient de le dire, pendant un certain temps, pour tous ceux qui s'intéressaient à ce sujet de la maltraitance, il y avait peut-être deux choses qui se passaient à chaque fois. Une première chose, c'était on commence à en parler, on essaye d'en parler, et en face et à côté de soi, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vont dire oui, mais qu'est-ce que vous appelez bientraitance? Qu'est-ce que vous appelez maltraitance? Donc, une espèce d'exigence. Et juste derrière cette exigence, juste derrière cette contestation, il y a parce que moi aussi j'ai souffert, parce que moi aussi je vois des choses qui ne vont pas, parce que moi aussi j'en aurais des choses à dire. Et au fond, c'est bien normal. Le sujet de la maltraitance nous touche chacun. Pour reprendre les mots d'un ami expert psychiatre, il m'a dit on est tous des experts de la maltraitance. Pourquoi? Parce qu'on a tous peut-être accompagné un proche âgé à l'hôpital et on a attendu et on est expert parce qu'on a vu quelque chose qui peut-être était une attente bien trop longue. On est des experts aussi peut-être parce qu'on a lu sur la maltraitance dans les journaux, dans la presse à l'occasion du Covid ou d'un rapport qui est sorti. On s'est dit mais non, mais ça ne va pas du tout ça. Donc on s'est informé, on s'est engagé. Puis on est des experts aussi peut-être parce que dans l'enfance, dans l'adolescence, à l'école, dans la famille, peut-être que
il y a des moments, ce n'était pas tout à fait ça. Et donc, c'est peut-être pas si loin de nous. Donc, tout ça, ça fait que c'est difficile. Ça croise nos itinéraires professionnels, militants, personnels. Et pourtant, c'est vrai que pour bosser ensemble, on s'est dit à la Commission nationale de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance que je préside, que c'était peut-être pas mal de poser un tout petit peu quelques mots ensemble. Alors, pas les poser parce que c'est les meilleurs du monde, ceux pour la durée je ne sais pas, des siècles et des siècles, mais au moins avoir une base de travail. Donc, en effet, ce que je voudrais vous proposer là, c'est juste quelques instants de s'attarder sur cette définition. Pourquoi on a fait une définition? Qui l'a fait d'ailleurs? Et puis quelques points peut-être à partager avec vous sur ce que j'ai l'impression que ça veut dire, cette définition qui donc est aujourd'hui inscrite dans la loi. Pourquoi avoir une définition de la maltraitance? Pour tous ceux qui ont cherché à lutter contre des choses très dures dans leur itinéraire personnel ou professionnel, vous savez qu'il y a le code pénal, et ça, c'est la justice, du coup, qui se met en place. Mais qu'avant le code pénal, avant la justice, il y a bien des choses qu'on espère et qu'on peut faire. Et bien sûr qu'on peut faire avant d'aller devant la justice et au tribunal. Et je vous citerai peut-être au sujet de cette définition, avant de vous la donner, un échange que j'ai avec le collectif interassociatif autour de la naissance, le CIAN. Et le collectif interassociatif autour de la naissance, ce sont des sages-femmes et des médecins autour des violences obstétricales et autour du bien-être, et du bien-être dans les deux sens, être, E-T-R-E, et naître, N-A-I-T-R-E. Et ces femmes que je rencontre me disent, vous savez, pour nous, la définition de la maltraitance, c'est important parce que les violences obstétricales à l'hôpital, ce n'est pas toujours qualifiable en termes pénals de viol. Et pourtant, ça fait mal et c'est pas possible d'accepter ça. Et donc, nous, on a besoin de cette définition parce que c'est finalement des mots qu'on va pouvoir poser sur ce qui fait mal, sur ce qui ne va pas et ce qu'on veut faire autrement, sans forcément aller devant le juge. Alors, je crois que peut-être avant de vous situer cette définition, je voudrais vous dire que je crois il y a un espoir social là qui est de dire que on peut entendre quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui fait mal, et se dire comment on avance avec ça et comment on avance collectivement et pas seulement individuellement en se disant «Oh, j'ai mal fait, c'était pas ça, il n'aurait pas fallu», etc. Donc, l'ambition de cette définition, aujourd'hui inscrite dans le Code de l'action sociale et des familles et dans le Code de la santé publique, c'est de fixer quelques mots qui sont des bornes et des jalons de vigilance pour nous tous dans les sphères familiales et dans les sphères professionnelles. C'est aussi, je pense, parce qu'on se parle après une crise sanitaire qui n'est pas tout à fait terminée, mais bon, on a enlevé les masques, on a l'impression que c'est presque le printemps là quand même. On a vu en première page ou en seconde page des journaux, on a entendu les alertes, la liberté d'aller et venir en EHPAD, l'interdiction des droits de visite dans les hôpitaux, les violences intrafamiliales contre les femmes ou les enfants, la régression des enfants en situation de handicap. On a entendu tout ça, on sort de ça et on est un peu dans une gueule de bois, je crois, de tout ce qui nous est arrivé, tout ce qu'on a dû faire, pas pu faire. Et on sent bien qu'il y a eu des tensions qui nous ont traversées et aussi, il faudrait les nommer. Donc ça, cette définition de la maltraitance, elle n'arrive pas, je crois, par hasard dans la loi, elle arrive après cette crise sanitaire, en tout cas, ce qui a été le pic de cette crise sanitaire du Covid. Dernier point sur cette définition que vous allez voir tout de suite et qui rejoint ce que je viens de vous dire, ce sont tous les publics en situation de vulnérabilité qui sont concernés, tous les publics, qu'ils soient enfants ou adultes, qu'ils soient en situation de vulnérabilité économique ou bien sociale, qu'ils soient en situation de handicap, avancés en âge, qu'ils soient migrants, qu'ils soient en situation d'illettrisme. Toutes ces situations de vulnérabilité sont concernées. C'est une première internationale. La France a souhaité proposer une définition de la maltraitance qui ne soit pas par tuyau, le tuyau des personnes âgées, le tuyau des personnes handicapées, le tuyau des enfants, etc., mais qui soit une définition qui permette à tous les acteurs mobilisés d'essayer de faire quelque chose par rapport à ce phénomène que nous refusons. Alors, après cette petite introduction, je vais essayer de vous présenter cette définition donc, qui est maintenant inscrite dans la loi. Rassurez-vous, vous l'avez tout de suite reçue. Donc, vous n'avez pas besoin juste de m'écouter. Vous pouvez regarder le chat et vous allez avoir ce que je vais vous proposer par écrit, ainsi que des références qui vous permettent juste de cliquer et d'avoir accès à toutes les ressources que je vais mentionner.
La maltraitance, au sens du présent code, il s'agit du code de l'action sociale et des familles, vise toute personne en situation de vulnérabilité lorsqu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux et ou à sa santé, et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soins ou d'accompagnement. Les situations de maltraitance peuvent être ponctuelles ou durables, intentionnelles ou non. Leur origine peut être individuelle, collective ou institutionnelle. Les violences et les négligences peuvent revêtir des formes multiples et associées au sein de ces situations. Je voudrais dire 2 mots de ce que vous venez de lire et prenez le temps et revenez-y peut-être pour comprendre. Vous avez le document d'appui, hein, que Compagnie vous a envoyé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ben, on nous a dit beaucoup, et dans le champ du handicap notamment: «Oh, maltraitance, c'est un petit mot par rapport à violence. Violence, c'est le mot du code pénal, alors il faut y aller. Violence, c'est le vrai mot». Sauf que maltraitance, ça implique 2 choses, des violences et des négligences. C'est-à-dire des choses qui sont faites et des choses qui ne sont pas faites. Et parfois, les choses qui ne sont pas faites, c'est pas par une personne, c'est parce qu'il y a un trou dans la raquette du réseau, un trou dans la raquette du parcours, quelque chose qui n'est pas pensé, qui n'est pas posé, qu'on n'a pas, veillé à, organiser. Et donc ça, c'est important, c'est-à-dire de dire qu'on n'est pas sur des personnes auteurs de maltraitance, on est sur des situations de maltraitance. C'est une grande différence d'analyse. Et évidemment, le mot situation est issu de la loi de 2005 sur le handicap, vous le savez bien, qui fait qu'on ne pense pas le handicap comme une personne handicapée qui a tel ou tel problème, tel ou tel défaut, retard. On pense le handicap au croisement d'une personne, de ses difficultés, mais aussi d'un environnement qui est capable de compenser ses difficultés. Donc c'est pareil pour la maltraitance. On peut être en situation de maltraitance avec plus ou moins de ressources. Et ces ressources vont faire évidemment toute la différence. Vous avez vu dans la définition peut-être que nous parlons de ces personnes en situation de vulnérabilité. Et vous avez vu aussi que nous parlons action ou défaut d'action. Donc, dans la maltraitance, il y a ce qui est fait, ce qui n'est pas fait. Hein, donc, les actions et les négligences, c'est les deux. Et puis, au fond, si je dois attirer encore votre attention sur un mot, c'est le mot développement. Regardez le mot développement dans cette définition. La maltraitance, c'est ce qui porte atteinte au développement. Alors, traditionnellement, c'était quelque chose dans le champ des enfants. Les enfants, finalement, quand on cherchait à définir la maltraitance sur les mineurs, on disait: «La maltraitance, c'est ce qui va empêcher un enfant de se développer, d'apprendre, d'avoir confiance, de prendre des risques, de faire du vélo et de se casser la figure et ensuite de faire mieux du vélo». Tout ce qui fait, finalement, le fait qu'un être humain grandit. Et bizarrement, ce mot développement, il n'était pas du tout utilisé pour les adultes. Et nous, on a eu une définition transversale et on a dit: «Ben, en fait, la maltraitance, c'est ce qui va empêcher, y compris un adulte, y compris une personne très âgée, de se développer, c'est-à-dire de continuer à avoir des nouveaux amis, des nouvelles activités, des nouvelles sensibilités, des paroles différentes avec des bénévoles, des manières différentes d'être avec sa famille. Jusqu'au bout, un être humain se développe et la maltraitance, c'est ce qui empêche un être humain à chaque âge et n'importe quel âge de la vie, et quelle que soit sa fragilité ou sa pathologie, de se développer. Je finirai pour dire que ce mot, cette définition, maintenant, c'est pas. Enfin, on l'a mis dans la loi et dans des codes, très bien, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et si j'ai une proposition à vous faire, en accord avec Alexis et avec Thibaut, c'est de dire, on n'a pas à choisir entre bientraitance et maltraitance. On n'a pas à être des méchants juges horribles quand on parle de maltraitance, et puis des gentils accompagnateurs et formateurs quand on parle de bientraitance, parce que on est positif. En fait, c'est deux réalités différentes. Dans une situation intrafamiliale à domicile, dans une situation institutionnelle dégradée, il peut y avoir de la maltraitance et il faut pouvoir la repérer, la penser, la signaler, la corriger. Et puis, il y a des traces, des petites pousses de printemps de bientraitance. Il faut les faire grandir, il faut les irriguer, il faut leur mettre de l'eau. Et l'un n'empêche pas l'autre. Et bien sûr que la maltraitance est évitable. Bien sûr que ce n'est pas une fatalité. Et notre proposition, peut-être, c'est de dire, il y a des outils, il y a des espaces pour penser tout ça. Et donc, on ne se décourage pas du tout. On garde les deux réalités, maltraitance et bientraitance, et on fait quelque chose. Thibaut, c'est à toi.
beaucoup, Alice. C'est toujours difficile de parler après toi. Je vais, alors moi, comme vous savez, je ne suis pas un expert, comme Alice, évidemment. On est plutôt des acteurs de terrain chez Allenvie et compagnie. Alors, Allenvie est une structure d'aide à domicile et compagnie, un organisme de formation, pour rappel. Donc, l'idée de mon propos, voilà, c'est plus porter un témoignage en tant qu'acteur de terrain et aussi en tant qu'organisme de formation sur voilà, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut repérer et sur ce qu'on peut également accompagner. Déjà, je dirais que sur la maltraitance, c'est important d'envisager la lutte contre la maltraitance comme une vraie co-responsabilité. C'est-à-dire que voilà, souvent, sur certains thèmes, on peut dire tiens, il faut que l'État fasse ci ou l'État fasse ça ou un tel doit faire ci ou ça. Là, le sujet est suffisamment important pour qu'on puisse se dire voilà, évidemment, l'État doit faire et accompagner plein de choses. Les corps intermédiaires, évidemment, doivent jouer leur rôle. Et évidemment, les structures doivent être pleinement partie prenante sur ce sujet et le sont d'ailleurs. Et du coup, quand j'entends structure, j'entends évidemment à la fois les personnes qui les dirigent, mais également les encadrants et aussi évidemment les intervenants sur le terrain. Je prendrai déjà l'exemple des personnes qui dirigent ces structures parce que, évidemment, quand on parle de maltraitance, ce sujet, il doit être incarné au sein de la structure, c'est-à-dire qu'il doit y avoir dans la structure une vraie culture de lutte contre la maltraitance. Il peut évidemment y avoir une personne qui peut s'occuper dans une structure de la qualité ou de la maltraitance, mais le vrai responsable, c'est le ou la dirigeante. Voilà. Donc, c'est le ou la dirigeante qui a vraiment une obligation de moyens et d'amélioration continue sur ce sujet. Pour les encadrants, évidemment, il y a une vraie responsabilité aussi. Pour les encadrants, c'est partir du principe que la lutte contre la maltraitance est un sujet de chaque instant et dès lors accompagner les équipes avec le prisme de libérer la parole, c'est-à-dire créer des espaces de parole, créer des espaces de partage de pratiques. Et également, ça passe par aussi beaucoup d'autres actions comme mettre en place une organisation où on va considérer finalement que l'auxiliaire ou l'intervenant sur le terrain n'est jamais seul. Par exemple, c'est dire que même s'il est seul, quand il accompagne une personne âgée ou en situation de handicap, avant et après, il n'est pas seul. Le fait de, par exemple, dire, voilà, chez une personne âgée ou fragile, c'est un binôme qui intervient, c'est-à-dire c'est pas toujours le ou la même auxiliaire qui intervient, c'est important, parce que ça permet de prévenir certaines situations. Le fait qu'il y ait une équipe, même si on est au domicile, les auxiliaires peuvent faire partie d'une équipe, par exemple sur un secteur géographique, le fait qu'il y ait une équipe avec l'auxiliaire, ça va aussi permettre à l'auxiliaire de parler de ce qui peut se passer chez son bénéficiaire. Ou en établissement, évidemment, le fait qu'il y ait une équipe, ça permet de partager les pratiques. Donc, responsabilité évidemment des dirigeants et des encadrants, et évidemment responsabilité des intervenants sur le terrain, parce que c'est évidemment une attention de tous les instants, mais c'est aussi une responsabilité comme savoir identifier, savoir alerter, etc. etc. Ensuite, je voudrais dire que là, je trouve que c'est important de montrer à chacun que la lutte contre la maltraitance, ce n'est pas un sujet hors sol. Parce que souvent, on théorise, il y a plein de choses qui peuvent paraître peut-être un peu compliquées, mais qui pour autant sont très importantes. Je reprends par exemple la définition que vient de donner Alice de la maltraitance. C'est extrêmement important parce que ça permet de créer un bon cadre et de savoir de quoi on parle. Mais ce qui est important, c'est important, mais pour autant, d'ailleurs, je pense que cette définition a été faite évidemment à partir de ce qui se passe sur le terrain, et c'est très important de ne pas le voir comme un sujet hors sol, parce que sinon, on va avoir tendance à penser, et notamment les personnes sur le terrain, ou même nous en structure, on peut se penser, on pourra penser, par exemple, moi, je ne suis pas capable d'agir sur ce sujet parce que je ne le comprends pas trop, ou je ne maîtrise pas tout, ou ce n'est pas un sujet pour moi. Donc ça, c'est vraiment important de se l'approprier. Et c'est aussi important
d'avoir conscience, pardon, sans culpabilité, hein, que la maltraitance, ça peut arriver vite. Ça peut arriver très vite parce que la maltraitance, ça peut arriver voilà, dans plein de situations, quand on n'écoute pas, par exemple, à cause de la fatigue, quand on a une parole maladroite, quand on a un geste qui n'est pas tout à fait ajusté, etc. etc. Donc, l'important, c'est de pouvoir l'identifier sans culpabilité et de pouvoir en parler. Voilà, et donc par rapport à ça, pourquoi est-ce que, selon nous, en tout cas, la formation en continu des professionnels est fondamentale? Alors, pour plusieurs raisons, selon nous, d'une part, parce que les formations initiales ne font pas tout. Les formations initiales, c'est donc les formations qu'on va suivre avant d'exercer le métier. C'est impossible d'aborder tous les sujets dans une formation initiale, même si elle est longue, à partir du moment où notre sujet et notre métier, il est humain, il est de créer du lien. De fait, on a autant de situations que de journées bénéficiaires. Donc, on ne peut pas tout aborder dans une formation initiale. Ce qu'on peut constater aussi dans ces formations et dans les diplômes qui existent, c'est que peut-être qu'elles sont très tournées vers la technique et peut-être que la dimension humaine du métier, l'approche éthique, la lutte contre l'isolement, la communication ne sont aujourd'hui pas encore assez vues. D'ailleurs, nous, voilà, on milite assez souvent et on porte certains plaidoyers pour que cette dimension-là soit davantage prise en considération. Et ensuite, et plus simplement, il y a certains sujets sur lesquels on devient aguerri en pratiquant. Il y a certains sujets, on peut les voir en théorie, mais tant qu'on n'a pas pratiqué, de toute manière, c'est compliqué peut-être de se les figurer. Donc, c'est pour ça que voilà, se former en continu, c'est indispensable. Et sur ce sujet, il y a un peu deux types de formation pour lutter contre la maltraitance. Il y a la formation à laquelle on pense en premier, c'est la formation de la promotion de la bientraitance. Voilà. Il y a une démarche éthique, etc. etc. Donc, celle-là, elle est assez souvent évidemment partagée au sein des structures. Mais finalement, on peut considérer que toutes les autres formations qu'on va faire sont en quelque sorte une lutte contre la maltraitance. Hein, quand on va former sur les troubles cognitifs, sur la communication, sur l'ensemble des sujets qui traitent de la dimension humaine du métier, eh bien là, on va lutter contre la maltraitance. Et aussi, ce qui est important, voilà, on pense que cette formation en continu, elle est fondamentale parce que souvent, et ça je pense que ça va vous parler si vous êtes dans les structures, on est maltraitant sans le savoir. C'est pas qu'on veut pas l'être, mais c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas tout et du coup, voilà, on peut en venir à être maltraitant. Voilà, je vais prendre un exemple très simple et que vous avez tous évidemment connu et qu'on connaît régulièrement. C'est un bénéficiaire, une personne âgée qui a des troubles cognitifs et par exemple qui a des troubles du comportement. Et c'est extrêmement important de savoir en l'occurrence comment cette personne raisonne, savoir comment est-ce qu'on peut analyser, savoir connaître déjà ces troubles du comportement, pouvoir les analyser, savoir être par rapport à ça dans l'accueil des émotions, donc accepter et accueillir les émotions de la personne qu'on va accompagner, savoir être à l'écoute, savoir identifier les émotions par lesquelles on passe pour parvenir à prendre du recul, c'est évidemment important, savoir bien communiquer en toutes circonstances, donc avec ses bénéficiaires, mais également aussi avec ses collègues, avec sa structure, avec les aidants. C'est extrêmement important et c'est ce qui fait que voilà, on va aussi prévenir la maltraitance. Donc ça, voilà, pour nous, c'est extrêmement important. Et alors, quand on pense formation en continu, bien sûr, on n'est pas là à dire il faut se former 10 heures par semaine. Hein. On est tous dans les structures, on sait tous que c'est extrêmement compliqué, mais c'est là où finalement on peut être assez inventif sur le format des formations, hein, parce que traditionnellement, on va considérer que la formation, ça va être dans une salle pour une demi-journée ou une journée avec un formateur qui va dérouler un PowerPoint. Hein. Je caricature un peu, mais ça peut être l'image d'Épinal qu'on en a. Mais en fait, la formation, effectivement, ça peut être un atelier en présentiel, évidemment, avec un professionnel. Ça peut être aussi de l'analyse de pratique avec ses collègues. Ça peut être aussi, pendant la pratique, se former en situation de travail. Ça peut être aussi avec des nouvelles technos, des formations, des modules e-learning. Voilà, ça peut finalement revêtir plein de formats différents. L'essentiel étant vraiment voilà, cette remise en question et cette amélioration continue qu'on souhaite avoir dans nos pratiques.
Voilà. Je vais m'arrêter là pour ne pas prendre la parole trop longtemps. Mais voilà, je serais ravi de poursuivre des échanges avec vous, savoir aussi, vous, comment est-ce que vous avez appréhendé le sujet dans vos structures, quelles difficultés vous rencontrez, quels petits pas vous avez fait, etc. etc. Donc, je te redonne la parole à Alexis, si tu veux bien. Merci Thibaut et Alice pour vos interventions. Je crois que c'est hyper éclairant. Écoutez, j'invite tout le monde à poser des questions. On peut commencer déjà par une première question de Pascal dans le chat ici. Quel intérêt pour les formations action, accompagnement individuel sur le terrain et puis retour en groupe pour analyse des pratiques et élaboration des plans d'action réalistes et réalisables? Moi, je n'ai pas de préjugés pour ou contre. Je trouve que c'est important ce format formation-action parce que le sujet maltraitance, c'est un sujet qui paralyse et qui intimide. Et donc, j'aime bien cette idée de formation-action parce que c'est dire d'emblée aux participants, on va pas être piégé, on va pas être enfermé, on va faire quelque chose juste après. Donc, je trouve que c'est assez bien. Après, j'ai une réserve aussi et une prudence par rapport à ça, c'est que il faut prendre le temps, en fait, hein, quand même. C'est-à-dire que c'est assez compliqué. Là, on va très vite parce qu'on a envie de vous envoyer des éléments de compréhension, de réflexion. Et donc, on le fait voilà, dans ce format, on espère maniable. Mais oui, pour une forme action-action, si on n'est pas dans la précipitation de l'action, avant d'avoir un tout petit peu laissé se poser les questions, les doutes, les retours d'expérience, etc. Donc, voilà, en fait, c'est l'équilibre entre la partie formation ou même, j'allais dire, réception et la partie action qui me semble à mériter un soin particulier parce que, en fait, la matière de la maltraitance est si brûlante et difficile et culpabilisante que parfois on est tenté de se précipiter vers la solution et donc, il faut juste être un tout petit peu vigilant sur le fait que la solution elle est considérablement enrichie si on a pris le temps de chaque étape et donc d'un tout petit peu de retenue de l'action au début. Mais je sais que bien sûr, le format de la formation action le prévoit et le permet. Pour ma part, c'est aussi un super format. Alors, nous, qu'on fait moins, mais ça donne envie de le faire, justement, quand on le lit. Après, c'est vrai que ce à quoi ça fait penser, c'est vraiment le fait de bien poser les cadres. Donc là, je vais un peu dans ton sens, Alice, mais le fait de bien poser le cadre avant de réaliser ce type d'action. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on fait ça, comment est-ce qu'on a envie de le faire, quels sont les attendus finalement au sein de cette action. Et comme ça permet voilà, de poser un cadre qui soit structurant et qui soit aussi sécurisant pour les personnes qui le font, parce que ça, d'ailleurs, ça rejoint un peu comme tout ce qui est formation en situation de travail. C'est aussi extrêmement important voilà, de poser le cadre, et bien au-delà de le poser aussi avec les personnes aidées, qui est extrêmement important. C'est important de se le poser entre nous aussi. Effectivement, merci. Pareil, n'hésitez pas à poser des questions. Juste pour reformuler pour le plaisir, effectivement, je trouve que, en fait, ce que j'entends aussi dans ce que vous dites, c'est que c'est un sujet particulier à la maltraitance parce que la formation est nécessaire autant que l'information. En fait, il y a une première brique dont tu parlais, Alice, en fait, d'éléments de définition. Qu'est-ce que c'est que la maltraitance? Il faut savoir contre quoi on lutte avant de pouvoir lutter contre. Informer les gens et les différents acteurs et puis les former pour arriver à une sorte d'expertise en fait pour qu'ils puissent en fait sentir en fait le cas par cas de chaque situation et jauger avec discernement, quoi. Après, si on lit effectivement ce qui est marqué, effectivement, la prévention, accueillir les stagiaires fait également partie de la prévention. Effectivement, et c'est vrai que la prévention, on n'a pas forcément, je rebondis un peu, je me permets, mais la prévention, on en a un petit peu parlé. On a prononcé de temps en temps ce mot-là depuis une demi-heure. Nous, c'est vrai que, je reviens un peu, c'est important d'être dans une politique de moyens et de résultats, mais en tout cas, le fait d'être
aborder la question avec un prisme de moyens, c'est vraiment être dans la prévention au maximum. C'est-à-dire, on va se poser la question, voilà, qu'est-ce qui va empêcher des actions de maltraitance, et in fine, c'est quoi ce que je peux faire finalement au sein de ma structure avec les moyens qui me sont donnés, avec ce qui dépend de moi, c'est quoi ce que je peux faire pour faire ça. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs je rappelais un peu cette co-responsabilité qu'on avait entre le dirigeant ou la dirigeante, les encadrants et les intervenants sur le terrain. Enfin, le fait de partager cette responsabilité, c'est important. Complètement. Une question justement qui va un petit peu dans ce sens-là. Mis à part les formations en continu, est-ce qu'il y a d'autres moyens ou d'autres outils pour prévenir les situations de maltraitance? Est-ce que la mise en place de groupes de libération de la parole auprès d'un intervenant externe, par exemple, peut faire partie des outils de prévention ou de lutte? Alors moi, je le crois tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, outils à part la formation? Il peut y avoir par exemple le fait de sortir des professionnels de leur milieu ordinaire d'exercice pour qu'ils voient comment ça se passe ailleurs. Parce que ça, c'est parfois très salutaire en matière d'étonnement et de « Ah oui, d'accord, j'aurais pu faire comme ça pour le déjeuner, pour l'accueil, etc. » Donc ça, recréer de la curiosité, recréer de la différence, ça peut être un élément à mon avis très, très intéressant. On peut avoir aussi dans la prévention, moi je me souviens d'un établissement qui avait mis en place un petit baromètre de grenouilles de la bientraitance avec l'idée que le plus grand ennemi finalement c'était la routine. Donc ils avaient créé comme ça un calendrier qui leur permet d'avoir des butées de est-ce qu'on s'étonne encore est-ce qu'on pourrait réfléchir cette semaine sur tel ou tel thème. C'est évidemment une fabrication un peu artificielle, mais finalement se contraindre à sortir un tout petit peu d'un espèce de tissu continu de pratique où finalement on s'interroge plus tellement. Donc ça, je pense que c'est important. Et alors après, les groupes de libération de la parole, oui, mais alors si vous me permettez cette transposition, après 2 ans et demi de travail dans la commission d'investigation des violences sexuelles dans l'Église catholique, j'ai vu des groupes de parole dans les diocèses et les paroisses qui étaient le pire de ce que l'on aurait pu faire. Pourquoi? Parce qu'on était dans l'entre-soi. Et donc, ça ne s'improvise pas un groupe de parole. Et la question, c'est l'indépendance de ce groupe de parole, comment il est animé, qu'est-ce qu'il propose. J'ai vu des groupes de parole, y compris dans des institutions très, très bien intentionnées, et qui finalement ne répondaient pas. Pourquoi? Par exemple, parce qu'il y avait des frustrations très pratico-pratiques et on n'y répondait pas. Dommage. Parce que la psychologue, elle disait non, moi je suis là pour réfléchir aux affects, aux choses difficiles, etc. Oui, je comprends, mais donc on avait des personnes qui disaient non, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réparer les sonnettes du 2e étage là? Ça ne va pas pouvoir aller cette histoire. Donc, vigilance sur les groupes de parole de 2 points de vue. D'une part, la question de l'entre-soi et de la régulation et de l'indépendance de l'espace, et d'autre part aussi la vocation précise. Il y a des vocations de bientraitance au sens de l'accompagnement des mouvements psychiques, et puis il y a les groupes qui peuvent être beaucoup plus opérationnels, et les deux sont extrêmement complémentaires. Oui, je peux rebondir, je suis totalement d'accord, et je peux rebondir peut-être sur un des moyens de le faire. Et je prends un exemple que j'ai vu à Rouen avec des structures d'aide à domicile qui ont pas mal collaboré entre elles, et où ils ont organisé des co-développements entre encadrants, c'est-à-dire qu'il y avait des responsables de secteur, comme c'était des agences de taille petite ou moyenne, et ils en avaient un ou deux par agence, et donc un ou deux, voire 3, ça fait pas complètement un groupe. Et donc ils ont eu l'idée de les faire travailler ensemble, alors qu'ils étaient dans une structure qu'on aurait pu dire concurrente ou autre, mais ils les ont fait travailler ensemble, ils les ont fait partager leurs pratiques, et finalement, évidemment, ils se sont rendus compte que les uns et les autres se sont rendus compte qu'ils vivaient la même réalité, et ce qui est bien, c'est que ça a assez naturellement poser un cadre vertueux aux échanges et à l'envie de progresser. Donc, j'ai trouvé ça assez intéressant. Oui, effectivement. Et pour aller dans le sens, je reprends une réflexion là dans le chat que je vois sur ce que tu disais, Alice, avant, sur le côté intersecteur en fait, et le risque de l'entre-soi. Effectivement, ça permet aussi de développer un tissu territorial et de casser un petit peu l'isolement qu'il peut y avoir en fait pour certains professionnels en fait dans ce secteur. Et peut-être pour être aussi, il y a une question que je trouve intéressante dans le sens où elle est très terrain. En tant que professionnel encadrant, comment ouvrir les yeux d'un directeur d'établissement quand celui-ci est aveugle? C'est un peu fort comme question. Je pense que vous ne pouvez pas.
Je pense que C'est fort comme réponse aussi, du coup. je suis désolée, hein, mais une situation de subordination hiérarchique est à peu près la situation la plus exposée que vous pouvez avoir du point de vue d'un aveuglement. Alors, ma réponse est peut-être dure, mais je pense qu'il va falloir, comme vous ne pouvez pas trouver des alliés. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas ouvrir les yeux d'un directeur, bien sûr que si, mais un directeur obnubilé peut-être par son tableau de présence, son absentéisme, son reporting à ses chefs, toutes sortes de choses, ses partenaires, etc. Un directeur qui ne voit pas le subordonné qui va lui dire, et pardon de ce mot, hein, mais voilà, si c'est un collaborateur de son équipe, ça va vraiment, vraiment être chaud patate, excusez-moi, d'aller le voir et de lui dire monsieur le directeur, voilà. Le directeur, il risque, dans mon expérience, de dire vous me demandez quoi? Vous me demandez des moyens supplémentaires? Vous voulez une formation? Vous voulez quoi? Donc, il va renouer avec une pensée stratégique. Alors que vous êtes peut-être sur une pensée désintéressée hein, et une pensée de l'intérêt général, c'est-à-dire ça déconne. Il va pouvoir aussi avoir des actions défensives, de se dire mais non, mais vous exagérez, mais on fait ce qu'on peut, mais ceci, mais cela. Donc pour moi, quand vous avez un directeur qui ne voit pas, bah, la question, ça va être pourquoi il ne voit pas et ça va être quels alliés, effectivement, je peux trouver pour arriver à construire cette conscience commune. À ma connaissance, ça fait partie des situations les plus dures d'une expérience professionnelle parce qu'on est rarement prophète en son pays et rarement en plus encore prophète avec des gens qui s'estiment en situation de supérieur hiérarchique. Donc, gagner la lucidité d'un directeur, je dirais que ça fait partie des choses les plus difficiles à mon avis. Pardon d'être dans cette réponse pas forcément super simple. Je vais peut-être rebondir sur une question qui est juste au-dessus sur une question de Blandine Guedo sur la formation initiale finalement avec des approches ethno-anthropologie et connaissance de soi. Et finalement, je le rapproche un peu de ce que je disais tout à l'heure sur finalement la manière dont on voit la formation aujourd'hui, que ce soit formation initiale ou même formation par la suite. Malheureusement, c'est un peu la transposition de la manière dont on voit le métier. Aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce qui a fait beaucoup de mal au métier, selon moi, c'est qu'on appréhende nos métiers dans le secteur du prendre soin comme une succession de gestes techniques pour lesquels, souvent, et dans certains cas, mais pas toujours heureusement, les intervenants vont être exécutants. Et ça, évidemment, c'est pas, pour nous, c'est pas la bonne chose parce que déjà, en disant ça, ça veut dire qu'on dit que n'importe qui est capable de faire ce métier, ce qui n'est absolument pas vrai. Et justement, si on aborde le métier par un prisme plus humain, et donc via des formations, et c'est là où je reviens à votre question, madame, avec des prismes plus liés à la dimension de l'humanité, à l'anthropologie, à la connaissance de soi, au recul qu'on peut avoir sur soi, sur ses pratiques, et bien là, on va en faire un vrai métier d'expert. Et c'est là où c'est important aussi de militer, et ça je pense qu'on peut tous le faire, pour que les formations, qu'elles soient encore une fois diplômantes ou qu'elles soient en continu, portent vraiment sur cet aspect-là qui est un des plus difficiles. Je voudrais répondre en complément sur la question que pose Blandine Guedo sur la formation des personnes vulnérables elles-mêmes. Alors, la commission de lutte contre la maltraitance et de promotion de la bientraitance qui a fini ce vocabulaire partagé et qui vous a été donc envoyé dans le chat a tout de suite contacté une association qui s'occupe de supports faciles à lire et à comprendre pour que tout ce vocabulaire soit disponible en fait en format BD, en format accessible, en format lisible. Donc, je crois qu'il y a de la facilitation de l'effectivité des droits et c'est évidemment pas seulement sur la maltraitance, mais c'est aussi sur la maltraitance que cette question s'exerce. Est-ce qu'il faut parler de formation? Je suis toujours un peu prudente parce que finalement, je considère que les personnes en situation de vulnérabilité, elles développent des tas de trucs tout le temps pour vivre avec leurs difficultés, leurs dépendances, le retard de leur intervenant, leur fauteuil qui passe pas à tel endroit, voilà. Et donc, j'ai plutôt tendance, quand on parle
parle des personnes en situation de vulnérabilité, à me dire que j'ai intérêt à écouter leurs forces plutôt qu'à les former sur ce que je sais moi. Et donc, je serais dans le réflexe inverse, former les professionnels sur ce que vit et à partir de ce que vit, et donc les savoirs expérientiels des personnes, plutôt que les former. Mais, Blandine, vous avez raison, il y a un enjeu de montée en compréhension des personnes sur leurs droits et sur ce qui n'est pas normal. Et un des enseignements pour moi de la SIAZ et des victimes de violences sexuelles dans l'Église catholique, mais qui vaut plus largement, c'est que finalement, une très large partie des populations qui subissent ne sont pas certaines qu'elles ont raison de penser que ça fait du mal et que ça leur va pas. Et j'en veux pour preuve des choses très simples de l'hôpital où on va attendre des heures et finalement, on n'est pas bien avec ça. A fortiori, si on a un père, une mère, un grand-père, une tante qui est en train d'attendre avec de la souffrance. Et en même temps, on ne veut pas blâmer les professionnels, on n'est pas bourreau des soignants et donc on hésite finalement à utiliser le mot de maltraitance et à accuser parce qu'on ne veut pas accuser. Alors moi, je crois qu'il faut pouvoir voir la situation de maltraitance et non pas accuser nécessairement et diaboliser les personnes. Et de ce point de vue, absolument, il faut que les personnes dites vulnérables, c'est-à-dire en situation de vulnérabilité, hein, c'est pas un état ontologique, hein, la vulnérabilité, c'est une situation, on y entre, on en sort, voilà, on est plus ou moins fragile, plus ou moins fatigué, plus ou moins en situation de handicap suivant l'environnement, et il faut absolument que ça fasse partie, en effet, de la sensibilisation. Vous avez parfaitement raison. Je vais peut-être compléter en vous partageant un exemple, un bel exemple que j'ai rencontré, une personne que j'ai rencontrée depuis quelques années, qui s'appelle Myriam Anifi, qui a créé un organisme de formation à Grenoble qui justement, qui s'appelle Expertise Performante. Je pourrais vous mettre le nom dans le chat après. Cette formation, elle est assez incroyable. Parce que donc c'est une formation, elle forme des personnes sur des formations longues, donc plutôt des formations diplômantes. Et là où c'est assez incroyable, c'est qu'on va former, et pour reprendre ce que vous disiez, Blandine, on va former les auxiliaires et les futurs professionnels avec des personnes qu'elles vont être amenées à côtoyer pendant leur métier. Donc, on va les former avec des personnes vulnérables, avec des aidants, avec des auxiliaires, avec des personnes dans les structures, avec des assistantes sociales, etc., etc. Et l'idée, notamment avec des personnes vulnérables, qu'elles soient âgées ou en situation de handicap, parce qu'il y a pas mal de modules là-dessus, c'est finalement qu'elles puissent davantage se former à une posture qu'à des gestes précis. Qu'elles puissent davantage se former sur comment est-ce que, quand je vais me brancher, si j'ose dire, avec cette personne, quand je vais l'accompagner au début de l'accompagnement, comment est-ce que je vais aller chercher les bonnes informations, c'est-à-dire comment est-ce que la personne accompagnée va me dire ce qui est bon pour elle, pour que moi, je puisse ensuite mettre en place l'accompagnement le plus pertinent possible. Et donc ça, ce qui est vraiment hyper intéressant, et pour reprendre un peu ce que vous dites, ce qui est vraiment même assez génial là-dedans, c'est qu'on va partir du principe finalement que l'ensemble des savoirs sont égaux. C'est-à-dire que ce que va savoir la personne accompagnée, eh bien, c'est quelque chose à prendre en compte. Après, c'est ni plus important ni moins important que ce que c'est l'auxiliaire, mais l'auxiliaire, elle va arriver avec son savoir à la fois qu'elle a appris dans la formation, avec son savoir empirique, et elle va, en quelque sorte, elle va le confronter au savoir de la personne aidée. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui peut être assez déstabilisant pour elle. Mais c'est finalement, cette formation, finalement, ça permet de reconnaître cette vraie déstabilisation dans la mesure où, voilà, avec l'ensemble des bénéficiaires qu'on accompagne, à chaque fois, on repart un peu de zéro, on remet en cause finalement tout ce qu'on sait pour l'adapter à la personne qu'on va accompagner. Et ça, je pense, là où c'est assez génial, je trouve, c'est que je pense que ça permet de prévenir énormément de situations de maltraitance. Moi, je voudrais répondre à Léa qui nous pose la question de recréer la confiance après une situation de maltraitance. Je pense que Léa, c'est une très très bonne question parce qu'on vient de passer une crise où, qu'on l'ait voulu ou non, dans bien des endroits, on s'est retrouvé en tout cas en situation de ne pas apporter peut-être l'écoute, la présence, le service qu'on aurait voulu apporter, la vigilance, l'aide, le soin, etc. Et puis que dans bien des cas aussi, on s'est retrouvé à contraindre et peut-être à forcer ou à imposer des choses. Donc finalement,
bien malgré nous, mais parfois dans des situations très ambiguës, on s'est retrouvés tous finalement vecteurs de maltraitance. Thibault l'a dit, ça peut commencer par des choses très petites. Donc on a tous finalement cette question, Léa, je crois. Qu'est-ce qu'on fait pour recréer de la confiance? C'est un énorme sujet parce que je crois que vous êtes les mieux placés pour savoir à quel point il y a une colère de personnes qui n'ont pas pu voir leurs proches en fin de vie, qui n'ont pas pu rendre visite, qui n'ont rien compris à ce qu'on leur imposait à l'hôpital, où finalement elles ne pouvaient pas voir leurs proches, mais il y avait quand même une infection nosocomiale qui se développait, enfin, des choses avec des interdits qui n'ont pas su protéger vraiment toujours comme on aurait pu l'espérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je crois que là, il y a une posture de l'ordre de l'éthique, c'est-à-dire une posture très difficile pour des professionnels complètement crevés, complètement éprouvés, qui ont fait mais tellement de leur mieux. Puis voilà, on connaît toutes les difficultés, et de se mettre à l'écoute complète, une espèce d'écoute radicale, de dire, écoutez, voilà, on sort d'une période, on a l'impression qu'on a manqué des choses, raté des choses et pas bien fait des choses, et on voudrait vous écouter. Voilà. Et je crois que la première chose pour rétablir la confiance, c'est de reconnaître qu'on n'est sûrement pas capable de faire une liste exhaustive de ce qu'on a manqué, et on n'a sûrement pas envie de dire ouais, champion du monde de tout ce qu'on a raté. C'est pas ça, c'est pas de l'auto-victimisation et tout ça, mais c'est de dire dites-nous, vous, en fait, comment vous avez vécu ça, qu'est-ce que vous pensez de ça. Premier temps de la confiance, c'est ça. La deuxième, c'est, je pense, se mettre en accordage, y compris si ça semble un petit peu exorbitant, des demandes de rendu compte, des demandes de présence, etc. Je pense qu'il y a quelque chose presque d'une allégeance à faire, c'est-à-dire, ok, respect. Enfin, nous, on a explosé les compteurs de tous les gestes qu'on n'aurait pas voulu faire, de tous les trucs qu'on n'a pas su faire. Donc, dites-nous, enfin, voilà, comment vous voudriez qu'on fasse, qu'est-ce qui est important, comment on peut vous aider, vous pouvez nous aider. Donc ça, c'est la deuxième étape. La première, c'est l'écoute radicale. La deuxième, c'est dites-nous, ok, comment vous voyez ça, vous? Donc, ce n'est pas une écoute de l'épreuve, c'est une écoute de la proposition. Et puis après, il y a une étape de co-construction, de proposition. Bon, on pourrait appeler ça une étape de résilience, on pourrait appeler ça une étape d'invention, d'innovation, je ne sais pas, de réconciliation. Enfin, il y a plein de mots en fait, mais ça se joue sur la durée. Rétablir la confiance, c'est d'abord dire chaque fois que ça ne va pas, y compris 10 fois par jour, venez nous le dire, venez nous le dire, venez nous le dire. Et vous aurez peut-être un peu la nausée de cette parole qui n'en finit pas. Moi, mon pari, mon impression, c'est qu'en fait, quand on se met à cette disposition radicale de l'autre, ça recrée une possibilité, et petit à petit, l'amertume, le ressentiment s'amenuise et on peut re-rentrer dans la construction. Mais c'est des processus douloureux, difficiles. Merci d'avoir posé la question, Léa. Merci de ta réponse, Alice. Je pense que ça connecte un petit peu avec une question qui fait aussi la suite de ce que tu dis. Ça connecte aussi avec le côté prévention, la question de Fabien. Est-ce qu'il y a des outils, des supports pour informer, sensibiliser les usagers, les familles sur cette définition de la maltraitance? On en parlait déjà sur le côté formation. Toi, Alice, tu disais que ce n'était pas forcément de la formation aussi. Ça peut passer par d'autres supports, d'autres outils. Il y a des choses qui existent. Les choses, en fait, le grand avantage de la commission que je préside, c'est qu'elle n'a aucun moyen, vous voyez. Donc, c'est super parce que heureusement que Alenvie m'invite, parce que sinon, je serais un peu toute seule. Je l'ai dit à la plénière d'une Naphoris la semaine dernière, on créera les supports dont vous avez besoin et on les créera avec vous. Donc, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est ce que vous jugez important, dites-le nous. Dites-le nous, dites-le à Alenvie, dites-le à d'autres, dites-le à votre ARS, à votre département, dites-le à votre commune. Et nous, on est en facilitateur avec quand même une commission qui a 70 membres, qui sont des gens engagés à différents niveaux dans ces questions. On les créera. Pour l'instant, on aurait rêvé de faire des petits films YouTube, vous voyez, qui puissent mobiliser les uns et les autres sur ce que c'est. Mais on a vu aussi dans l'expérience des acteurs qui combattent les violences faites aux femmes, une super expérience d'enveloppe de baguettes de pain sur une échelle du risque de violence, pour que des femmes qui vont tout simplement acheter une baguette de pain puissent, sans avoir l'air de rien, être informées par cette petite échelle qui leur dit « Attention, votre compagnon, s'il fait ça et ça et ça, vous êtes dans le rouge ». Donc, on a à inventer pour des personnes âgées, pour des personnes en situation de handicap, pour des aidants, pour des auxiliaires de vie, tous ces petits supports
Alors, bien sûr, les films YouTube, bien sûr, les supports pédagogiques, mais aussi toutes ces petites choses de la vie ordinaire, le pharmacien, voilà, les lieux où vont les personnes. Et ça, c'est vous qui le savez. Les lieux où vont les personnes, qui puissent leur dire qu'une société tout entière, et pas seulement eux, est soucieux de ce qui se passe, de ce qui se passe dans une banque, de ce qui se passe chez un notaire, de ce qui se passe dans un bus, de ce qui se passe chez un médecin et de ce qui se passe dans les institutions. Mais les institutions sont nullement les propriétaires de la maltraitance. Pour compléter, c'est toujours difficile de compléter après toi, Alice, parce que tu veux une certaine densité dans tes propos. Non, pour compléter, en fait, de manière plus prosaïque, nous, en tant qu'entreprise sociale, chez Compagnie, on a à cœur de partager des formations avec des supports, des formateurs sous différents formats. Mais voilà, on a aussi vocation, en tout cas, on a envie de contribuer un peu au fait que le plus grand nombre puisse se former avec des outils simples. Et c'est dans ce contexte qu'on a créé une application qui s'appelle Compagnie, d'un nom qu'est notre structure. Et sur cette application, on a décidé de partager 100% de nos contenus en ligne en libre accès. Donc, voilà, si ça vous intéresse, et puis évidemment, comme voilà, nous, on aborde souvent le métier par le prisme de la dimension humaine, de sa dimension humaine. On a un certain nombre de formations, dont certaines d'ailleurs qu'on a travaillé avec Alice, où Alice a eu la gentillesse de nous faire partager ton expertise. Donc voilà, c'est une formation sur la bien-traitance, il y a des formations liées à la démarche éthique, des formations liées à des sujets connexes, mais qui sont directement liés, comme la lutte contre l'isolement, voilà, qui sont pour nous des domaines et des thèmes qui ne sont pas suffisamment traités en temps normal. Donc, ça nous paraissait important de les partager. Voilà. Et peut-être, alors, parce que dans le chat, il y avait aussi Anne-Charlotte Dante qui partageait une initiative de Coactis Santé. Peut-être que tu peux en parler, Alice, aussi, parce que ça va intéresser du monde. Oui, ben, c'est formidable en fait. Merci à Coactis Santé d'avoir travaillé avec nous. Hein. C'est le support dont je parlais qui rend plus accessible tout ce vocabulaire partagé sur la maltraitance qui sera téléchargeable donc gratuitement sur le site www.santebd.org et diffusé donc par cette commission que je préside parce qu'on est complètement convaincu qu'il faut en fait diversifier. Vous parlez du papier pour le boulanger, de petits films YouTube. Il y a les outils d'Alenvie avec lesquels moi je suis toujours ravie de travailler comme aujourd'hui parce que en effet, l'un d'entre vous l'a dit et merci beaucoup Fabien, oui, on fera d'autres webinaires, on fera d'autres petits rendez-vous, on fera des cafés, on fera des déjeuners, on fera des supports, des flyers. Il y a à diversifier parce que c'est un sujet si difficile et il nous met tous en colère. Et merci à tous ceux qui mentionnent cette colère sur le chat parce que je crois qu'on a intérêt à la traverser. C'est aussi un des intérêts de cette notion de maltraitance, c'est qu'elle éveille toutes ces difficultés et mettons-les entre nous au travail parce que sinon on aura les gilets jaunes et c'est bien normal. Les gilets jaunes, il y avait des aides-soignantes d'EHPAD dans les gilets jaunes, donc soit on décide que c'est tous des méchants, soit on décide qu'on prend au sérieux ces questions de colère et qui peuvent être à plein de niveaux et qui fabriquent en fait une société qu'on ne veut pas fabriquer. Et moi, une des raisons pour lesquelles j'aime travailler avec Alenvie, c'est que je crois profondément, et Santé BD et d'autres, qu'on partage une vision de société. Donc, si on a envie de vous parler de maltraitance aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de le prendre dans nos mains en se disant, OK, qu'est-ce qu'on en fait, nous, en co-responsabilité, je reprends les mots de Thibaut, qu'est-ce qu'on en fait à cette période où la violence est tout près dans une barbarie inouïe de l'Ukraine et où pourtant, nous, on se dit qu'on veut endosser, accepter, travailler sur nos propres violences. Et merci à la personne qui dit qu'en fin de vie, effectivement, dans les EHPAD, c'est une telle vulnérabilité extrême. Donc, il y a des choses dans nos mains et c'est même pas en rêve qu'on va les lâcher, c'est à nous de les traiter. Oui, effectivement, pour compléter, quand on préparait notre session avec Alice, on disait quand même que c'était assez paradoxal parce que le mot maltraitance, voilà,
il fait peur, on le fuit un peu de temps en temps, on n'a pas envie d'en parler parce qu'il véhicule plein de choses, mais de manière très paradoxale, eh bien, on a tous, et je pense que c'est vraiment ce qu'on partage quand on travaille dans le secteur, dans notre beau secteur et qu'on fait nos beaux métiers, et on a tous cette volonté justement de ne pas être maltraitant, d'être finalement le plus aligné possible, de faire en sorte que l'accompagnement qu'on va réaliser soit le plus en adéquation possible avec la personne qu'on va être. Donc, c'est aussi ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait, voilà, ce qui nous fait espérer, ce qui nous fait progresser aussi en tant qu'individu. Merci. Il y a pas mal de commentaires ici dans le chat. Il y a Pascal qui dit que il est nécessaire de protéger les lanceurs d'alerte aussi, les résidents, les familles, le personnel, etc. C'est évidemment, merci Pascal, c'est quelque chose d'essentiel. On l'a vu un peu pour reboucler avec ce qu'on disait au début sur le scandale qui a éclaté avec Orpea. Ça paraît difficile dans un premier temps de faire bouger ces grosses structures parce qu'il y a la notion de prévention, mais il y a aussi la notion voilà, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a des structures comme ça qui ont mis en place tout un système. Voilà, ça paraît difficile de lutter contre ça, mais en même temps, je crois que vous avez aussi répondu par plein d'actions systémiques en fait. Et pour rebondir aussi rapidement sur l'application avec les différentes formations, tu le disais Thibaut, il y a plein de sujets connexes en fait, lutter contre l'isolement social, la démarche éthique en fait dans le métier, tout ça en fait participe de la prévention de la lutte contre la maltraitance. Oui, je pense qu'il y a des invisibilités de public. Peut-être les uns ou les autres, ne savez-vous pas que le public des femmes de plus de 75 ans est le deuxième le plus concerné par les féminicides en France. Je pense que nous tous, quand on pense féminicide, on pense peut-être à des femmes de 30-40 ans avec un mari très possessif, peut-être un compagnon très jaloux, etc. Ben non, attention, enfin les femmes âgées sont parmi les premières victimes de violences par d'épuisement à cause de leur handicap, à cause de la fatigue de leur aidant, et c'est pas parce que leur aidant est spécialement méchant, mais là on a un problème de santé publique majeur qui n'est absolument pas dans les radars. Donc quand on s'interroge sur la prévention de la maltraitance, bien sûr qu'on va parler des grands systèmes d'escroquerie, hein, puisque c'est ça, hein, le système Orpea, c'est un système d'escroquerie. Alors on peut parler de maltraitance à cause de la dénutrition ou toutes sortes de choses, mais il faut aussi dire que ça sort du seul registre, entre guillemets, de la violence sur des personnes vulnérables. Il faut aussi dire que nous sommes dans le secteur du grand âge conscients qu'il y a des tas d'endroits où on a des choses à faire indépendamment de résoudre par le plan judiciaire et pénal, et ce qui est absolument normal, les escroqueries qui ont été perpétrées, les crimes en fait, hein, qui ont été perpétrés sur les personnes. Donc moi, je dirais qu'il faut inventer des vigilances complémentaires à différents degrés. Moi, je suis intervenue dans des EHPAD d'Orpea il y a une vingtaine d'années en tant que consultant. Mais je débutais le métier il y a 25 ans et j'ai vu des tas de sujets, mais j'aurais jamais deviné les escroqueries. Vous voyez, je ne suis pas un auditeur financier et même l'IGAS, l'un d'entre vous le disait, n'a pas forcément tout vu et tout compris. Donc, il y a une polysémie telle sur cette question de la maltraitance que c'est difficile de se dire qu'on va tout résoudre par un moyen. Et du coup, ce qu'on a voulu faire aujourd'hui, c'est vous dire, bon, peut-être qu'on n'a pas toutes les clés, mais on vous propose au moins une clé parce qu'elle est très puissante, cette clé de la formation, surtout quand elle est portée, je crois, comme le fait à l'envie, comme le fait cette appli de compagnie, quoi, mais d'une manière concrète, proche des personnes. Et puis après, à nous d'inventer les autres moyens de faire avancer une société, y compris par ses élus, bien sûr. Merci beaucoup, Alice. Je ne sais pas si Thibaut, tu veux rajouter quelque chose avant de conclure. Non, moi, vraiment, Alice, je voulais te remercier infiniment pour ta présence et ton expertise et en même temps, voilà, ton regard bienveillant sur ce sujet et ton humilité aussi. C'est vraiment précieux et c'est ce qui nous aide, nous, en tant que chercheurs, à nous poser les bonnes questions et à avancer du mieux possible. Donc, vraiment, j'étais ravi de participer à cet échange. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Merci Alexis. Merci à tous. Merci à tous vraiment pour votre présence et votre dynamisme sur le chat et les questions que vous avez posées. Merci, il y en a plusieurs qui disent que c'était intéressant. On vous remercie de votre présence. Merci Alice et Thibaut et compagnie et la logistique en fait pour ça. Évidemment, en fait, c'est un dialogue qui reste ouvert
Et on vous invite en fait à continuer ce dialogue entre vous, dans les institutions, avec nous évidemment, par la formation, l'information et tous les moyens possibles, quoi. Et puis, si on identifie à un moment un sujet pour suivre des échanges d'une heure d'une autre, on sera ravis de le faire. Bien sûr. Merci beaucoup en tout cas à tous et très bonne fin de journée. Très bonne fin de journée à tous. Merci. Merci à tous. Merci encore. Au revoir.